Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un petit disclaimer pour les plus sensibles d'entre nous, pour ceux qui ne supportent pas l'écoute de crimes atroces faits à des enfants, car là, ça va être le cas. Car oui, le crime dont nous allons traiter aujourd'hui a été qualifié par le juge lui-même de crime le plus affreux, effroyable et diabolique qu'il n'ait jamais eu à juger, et qui lui a été donné de voir dans sa cour de justice depuis des décennies. Les officiers de police qui ont travaillé sur l'affaire en resteront traumatisés à vie et bénéficieront d'une thérapie. Le 2 juillet 2018, le père d'Alisha McPhail, 6 ans, et sa petite amie ont découvert que la petite fille ne se trouvait plus dans sa chambre ni dans les autres pièces de la maison. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à la petite Alisha, 6 ans? Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, merci beaucoup de demander, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ADJ, Affaires du jour. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Nathalie Cat. Je vous livre des affaires qui sont méconnues le plus souvent dans le YouTube francophone. Et ici, c'est le cas. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une prédilection pour la justice et les enquêtes. Et c'est pour cette raison que je vous livre des affaires sur cette chaîne et que je suis en criminologie. Alors je t'invite à t'abonner, si cela n'est pas déjà fait, tu rejoindrais une communauté qui n'a pas froid aux yeux et à qui on ne peut pas la raconter, c'est certain. Et si tu ne t'abonnes pas tout de suite dans la minute, Poupie le saura et elle sera furieuse, hors d'elle. Et je te conseille pas de voir ça, ça fait peur. N'hésite pas aussi à me suivre sur mon TikTok et mon Instagram que je te laisse ici et dans la description de cette vidéo. Ça ne mange pas de pain, mais je te laisse avec le générique. Alisha McPhail est du haut de ses 6 ans une belle petite fille pétillante, pleine de vie, vivant au nord de Lanarkshire, en Écosse, cette belle nation du nord du Royaume-Uni connue pour ses magnifiques régions sauvages et montagneuses, les Highlands, le Loch Ness et sa capitale emblématique et énigmatique Edinburgh, à prononcer Edinburgh avec l'accent. Personnellement, c'est une de mes villes préférées avec son célèbre château juché sur une colline, sans oublier la très culturelle ville de Glasgow. Alisha est née le 22 octobre 2011 et c'est une petite fille brillante et curieuse de tout qui adorait l'école et le sport ainsi que jouer dans les pièces de théâtre organisées par son école. Ses professeurs la disent amicale, avec un penchant pour l'écriture et perfectionniste, très fière de son travail. En un mot, une fille pleine de vie. Ses deux parents, Georgina et Robert, se séparent alors qu'elle n'est âgée que de quelques mois. Alisha est alors confiée à sa maman, Georgina Lockrane, alors que Robert McPhail va vivre dans l'île de Bute chez ses parents. Alisha adorait leur rendre visite durant le week-end et les vacances. C'est donc lors de l'été 2018 qu'elle passait avec son papa que tout va changer et que le drame va avoir lieu. Les vacances de l'horreur. La petite Alisha se rend donc chez son père et ses grands-parents pour 3 semaines de vacances d'été. Mais elle ne reviendra jamais chez sa mère. Car le 1er juillet 2018, 3 jours après l'arrivée de sa fille, Robert met Alisha au lit à 10h30 avec un DVD de Peppa Pig. 30 minutes plus tard, la petite amie de Robert, Tony McLachlan, va vérifier la chambre de Alisha et trouve la petite fille endormie. Elle retourne donc dans sa chambre pour dormir à son tour. Le lendemain matin, à 6h, le père de Robert, donc le grand-père d'Alisha, Callum, on se rappelle qu'ils vivaient tous dans la même maison, donc le papy de la petite fille se lève pour se rendre au travail. Il décide d'aller vérifier la chambre d'Alisha pour voir si tout allait bien, mais c'est avec horreur et stupéfaction qu'il se rend compte que le lit de la petite fille était vide et qu'Alisha n'était nulle part dans la maison. Il réveille alors tout le monde et tous se mettent à la rechercher activement dans chaque recoin du logement, mais en vain. La famille, désespérée, fait donc appel à la police. Alisha est portée disparue le lundi 2 juillet à 6h25. Sur les réseaux, plus précisément sur Facebook, la grand-mère d'Alisha poste un message pour qu'on l'aide à retrouver sa petite fille.
Les recherches vont immédiatement débuter et la police et les volontaires ratissent les lieux autour de l'habitation des McPhail, désespérément à la recherche de la petite fille. Un hélicoptère va survoler les zones boisées alentour et la police surveille aussi les côtes du littoral vu qu'on est sur une île. Toute la communauté est impliquée sérieusement dans les recherches et espérant qu'on retrouverait la petite fille saine et sauve. Mais malheureusement, tout le monde allait bientôt être dévasté. L'effroyable découverte. À 8h45, un homme appelle la police pour signaler la découverte d'un corps sans vie, nu, d'une petite fille dans les bois. Et comme vous vous en doutez, il s'agissait de la petite Alisha. Son petit corps avait subi les pires horreurs, d'innommables atrocités. 117 blessures sur son corps. Imaginez-vous ô combien la petite fille avait dû souffrir. L'autopsie va montrer que la petite Alisha est morte étouffée car on avait appuyé fortement sur son cou et son visage et que malheureusement elle avait été atrocement violée avant et après sa mort. Un pathologiste a qualifié ces blessures de désastreuses et catastrophiques. Alors c'est quelqu'un qui doit faire des autopsies toute la journée et donc s'il dit ça, c'est que justement il n'avait jamais vu ça auparavant. Le corps a été retrouvé dans une zone boisée adjacente à un hôtel, à seulement 20 minutes à pied de la maison des grands-parents d'Alisha. Son pyjama à pois fut retrouvé à quelques mètres du corps. La communauté de l'île de Bute est dévastée. Personne n'arrive à comprendre comment une chose aussi effroyable avait pu se produire. Il y avait peu de personnes, c'était comme un village de plus de 6000 personnes où tout le monde se connaissait, se saluait, etc. Donc un endroit paisible. Pas si paisible que ça apparemment. Et imaginez-vous que Georgina apprend la mort de sa fille sur Facebook par un post d'Angela, la mère de Robert, donc sa grand-mère, et on rappelle qu'elle était en droit de visite chez son père et grands-parents pour les vacances, donc pas avec sa mère. Georgina écrit sous un post d'avis de disparition « Quelqu'un peut m'expliquer ce qui lui est arrivé ? C'est ma fille !» Et là, c'est surréaliste, quelqu'un lui répond en lui envoyant l'article annonçant la mort d'Alisha. 1 heure plus tard, alors qu'elle avait tenté de joindre Angela en vain, elle reposte en commentaire en demandant à Angela de lui répondre. Les funérailles. Des centaines de personnes habillées en rose vont assister aux funérailles de la petite fille. Le père et l'oncle d'Alisha portent son cercueil rose. Imaginez-vous une seule seconde un parent portant le cercueil de son enfant jusqu'au corbillard, l'état dans lequel il devait être. Les hommages sont déchirants, dont celui de son oncle. Il dit par exemple que c'était l'être le plus lumineux qu'il ait connu. Évidemment, la tristesse laisse bientôt place à la révolte et les gens réclament justice pour Alisha, qu'on retrouve rapidement le monstre responsable de sa mort et qu'il soit puni. Et 2 jours après l'effroyable découverte, donc le 4 juillet, la police va procéder à l'arrestation d'une personne. Et vous allez voir, il ne s'agissait pas de quelqu'un qu'il suspectait nécessairement au départ. En effet, un jour après la découverte du corps d'Alisha, une femme les appelle pour leur faire part de forts soupçons. Elle avait vu quelque chose de suspect sur ses vidéos de caméras de surveillance la nuit de la disparition de la petite fille. Son fils de 16 ans fait en effet des allers-retours dans la maison familiale de 1h54 à 4h07, je sais, c'est précis, la nuit du 2 juillet. Et dans son aller-retour, il avait enlevé certains de ses vêtements et avait récupéré une lampe torche. Quand la maman confronte son fils, il nie en assurant ne rien avoir à faire avec la disparition de Alisha. La femme décide tout de même de transmettre les séquences vidéo à la police, voulant faire innocenter son fils. Pas trop logique, mais merci à elle de s'être manifestée. Malheureusement pour elle, la police, en se penchant sur les vidéos, va vite comprendre qu'il se trouvait en face d'un sérieux suspect. Aaron Campbell. Aaron Campbell est né en 2002 et c'est en 2007, donc à l'âge de 5 ans, qu'il emménage sur l'île de Bute avec ses parents Janet et Christopher Campbell ainsi que sa petite sœur. Son père travaillait dans l'industrie pétrolière et sa mère était femme au foyer. On rapporte qu'Aaron avait été abusé émotionnellement et physiquement par ses parents dès son plus jeune âge et que sa mère était alcoolique. Quoi qu'il en soit, elle se disputait fréquemment avec son fils et en général, sa situation familiale était décrite comme
loin d'être idéal. Aaron lui-même était un adolescent troublé et accro aux jeux et souffrait aussi d'un trouble du déficit de l'attention. Il possédait une PlayStation 4 sur laquelle il jouait énormément à des jeux d'horreur et son jeu préféré était Slenderman. Il s'est enregistré en train de jouer au jeu et a même mis en ligne quelques vidéos sur YouTube. Il dit plus tard que son rêve était de devenir youtubeur et son autre passe-temps était le trampoline et l'haltérophilie et il était très fort pour son âge. Aaron avait aussi des tendances suicidaires et s'était déjà plusieurs fois automutilé. Âgé de 16 ans, il était aussi sexuellement très actif et était friend with benefits avec plusieurs filles de son école. Alors le thème friend with benefits signifie qu'il était un peu le sex friend en fait, le plan si vous voulez, de plusieurs filles de son école. Plus tard, il affirmera avoir eu des relations sexuelles avec Toni McLachlan, qui est nulle autre que la petite amie du père d'Alisha. Aaron était très populaire à l'école et avait un large cercle social, bien que ses amis aient dit de lui qu'il avait un sens de l'humour noir. Un jour, il a regardé un documentaire criminel et à l'issue de ce visionnage, il aurait écrit à un ami sur Facebook « Tuer quelqu'un serait pour moi une expérience d'une vie ». Son ami lui a bien entendu expliquer le fait que tuer quelqu'un gâcherait sa vie pour le restant de ses jours. L'interrogatoire. À la base, la police n'arrête pas tout de suite l'adolescent, mais le fait plutôt venir au commissariat comme témoin possible de l'enlèvement de la petite fille. Aaron était calme et coopératif et il répond à chaque question sans la moindre hésitation. Il dit juste qu'il était sorti la nuit pour fumer un peu, vous aurez compris quoi, et c'est tout. Donc tu fais tous ces allers-retours comme ça, juste comme ça. Fais-nous rire. Mais plus tard, en prenant son portable, la police trouve plusieurs choses suspectes, comme des recherches sur Google compromettantes. Comment la police trouve-t-elle l'ADN ? La police est donc poussée à récolter l'ADN de Aaron et se rendent instantanément compte qu'ils avaient bien fait. En effet, l'ADN correspond à celui retrouvé sur les vêtements de la petite fille et sur son corps. Aaron est donc arrêté et accusé d'enlèvement et de meurtre. Mais de façon surprenante, Aaron va plaider non coupable. Non, ce n'est pas une blague, malgré toutes les preuves accablantes contre lui. Il va alors essayer de se justifier en expliquant de façon abracadabrante comment son ADN s'était retrouvé sur le corps d'Alisha. Alors accrochez-vous, c'est assez tiré par les cheveux. Il prétend alors que lui et Toni, qui était la petite fille du père d'Alisha, on le rappelle, s'étaient rencontrés au milieu de la nuit pour avoir des relations ensemble. Et que Toni avait en fait elle-même tué Alisha et avait prélevé son ADN à lui pour le mettre sur le corps de la petite fille. C'est complètement tordu. Quant au viol, car malheureusement l'enfant l'a subi aussi, Aaron explique que c'est Toni qui avait dû la violer avec un objet. Il prétend que même le père de la petite fille accusait sa petite amie d'avoir tué sa fille car elle était jalouse de l'attention dont elle bénéficiait. Bien entendu, Toni va se défendre de ces graves accusations, disant qu'elle adorait Alisha et qu'elle ne lui aurait jamais fait ça et qu'en plus elle n'était jamais sortie avec Aaron. Mais qu'était-il donc arrivé pendant cette nuit du 2 juillet ? Des détails horribles seront révélés pendant le procès. La terrifiante vérité. Aaron organisait une fête avec 15 de ses amis dans sa grande maison à côté du Firth and Clyde. Sa mère était là et buvait aussi et Aaron avait consommé une bouteille de vin fortifié Mad Dog et partagé du vin Echo Falls avec un ami. « Je me suis saoulé, je n'étais pas malade, je passais juste un bon moment. » dit-il. Cependant, les tensions ont rapidement augmenté et Aaron a passé une grande partie de la nuit à se disputer avec sa mère. La fête s'est terminée à 00h30 le 2 juillet et Aaron était alors dans un état dépressif. Un ami l'a trouvé dans sa chambre et a dit qu'il était suicidaire et qu'ils s'inquiétaient tous pour lui. Cependant, ce qu'Aaron voulait, ce n'était pas une épaule sur laquelle pleurer, mais bien des médicaments pour engourdir la douleur. Il était un fumeur récréatif de marijuana et sa mère était au courant de sa consommation de drogue. En l'occurrence, le trafiquant de drogue d'Aaron n'était nul autre que le père d'Alisha. Donc la famille d'Alisha et Aaron se connaissaient. Cependant, Aaron ne pouvait plus se procurer des médicaments auprès de l'homme pour 2 raisons. Tout d'abord, sa mère avait demandé à Robert MacPhail de cesser de vendre de la drogue à mes enfants. Je cite. La deuxième raison était que le trafiquant de drogue et le client s'étaient également disputés.
Aaron s'était auparavant plaint de la qualité des médicaments que MacPhail lui avait vendus et avait refusé de payer une somme d'argent qu'il devait, c'est-à-dire 10 $. Bon, mis à part la stupidité de la situation, plus tard, au tribunal, on qualifiera ce geste de très arrogant de la part du jeune Aaron. Un tueur opportuniste. Lorsque tous ses amis partent et sous couvert de l'obscurité, Aaron décrète que s'il ne pouvait pas acheter de la drogue auprès de MacPhail, il n'aurait qu'à le voler. Il avait d'abord essayé de contacter Toni McLachlan pour savoir si elle pouvait lui procurer de la drogue. Mais il ne reçoit aucune réponse de sa part. Il prend donc un couteau dans sa cuisine à 1h54 et quitte la maison en direction de la maison des MacPhail. En marchant sur la plage cette nuit-là, il s'est rendu compte qu'il n'aurait en fait pas besoin du couteau et le jette dans l'océan. La maison vers laquelle il se dirigeait n'était qu'à 5 minutes. La clé était dans la porte d'entrée, ce qui permettait au tueur d'y accéder facilement. Tony, Robert et les 2 grands-parents paternels d'Alisha dormaient dans la maison. Aaron s'est alors frayé un chemin dans l'habitation, ne sachant pas où Robert gardait son herbe, et il est finalement tombé sur la chambre d'Alisha endormie. 12 mois auparavant, Aaron s'était également confié à des amis sur son désir de faire quelque chose d'excessif, comme violer quelqu'un. À ce moment-là, en traversant le couloir à l'étage, il a réfléchi à ses conversations passées et a vu cela comme un moment d'opportunité. Tout ce à quoi je pensais, c'était la tuer, une fois que je l'ai vue, dit Aaron. Et c'est ainsi qu'il sortit la fille de son lit et la porte en bas, sans la réveiller, ni personne d'autre dans la maison. Il ferme la porte derrière lui et descend sur la plage. Et à ce moment-là, Alisha va se réveiller. Alisha avait froid et Aaron l'a enveloppée dans sa propre veste, tout en lui expliquant qu'il était un ami de son père et qu'il la ramènerait chez elle. Il emmène la petite fille sans méfiance dans une forêt voisine et c'est là où il la viole et où il l'assassinera. Un pathologiste a d'ailleurs ajouté que les pieds du cadavre étaient intacts et propres, ce qui signifie que Aaron avait dû porter l'enfant hors de la maison. Quant aux appels manqués, Toni, donc la petite amie du père d'Alisha, Robert, dira qu'elle les avait vus plus tard et qu'elle avait appelé Aaron pour demander pourquoi il l'avait appelé au milieu de la nuit, mais Aaron ne répondra jamais à ses appels et répondra simplement par SMS « Sorry, doesn't matter ». Avec des smileys qui rigolent. Donc ça signifie désolé, c'est pas grave. Toni lui répond qu'Alisha a disparu et Aaron répond même Je suis désolé, je suis sûr qu'elle n'a pas dû aller loin. Et quelques heures plus tard, quand le corps de la petite a été retrouvé, Aaron poste une vidéo de lui sur Snapchat en disant J'ai trouvé le tueur et en retournant la caméra dans le miroir. Sous-entendu, c'est moi le tueur. Le procès. Aaron perd son procès, bien évidemment, et est condamné à perpétuité. Ce qui signifie au moins 27 ans de prison. Il purgera 5 ans de cette période à l'établissement pour jeunes délinquants de H.M. Polmont avant d'être transféré dans une prison pour adultes à l'âge de 21 ans. Sa peine a depuis été réduite après un appel à au moins 24 ans, ce qui signifie qu'il sera éligible à la libération conditionnelle en 2045. Lors de son procès, lorsque sa peine est prononcée, Aaron ne montre absolument aucune émotion, même si le juge lui dit qu'il était un individu froid, calculateur, impitoyable et dangereux, totalement dépourvu d'empathie envers la victime, pour qui la réinsertion dans la société peut être impossible. En d'autres termes, quelle que soit la durée de sa peine, il ne pourra jamais être libéré s'il est estimé qu'il représente toujours un danger pour la société. D'ailleurs, on peut faire un parallèle entre cette peine-là et les peines de Guy Georges ou de Patrice Allègre qui ont purgé la totalité de leur peine et qui ne peuvent néanmoins pas sortir de prison, car après expertise, ils ont été évalués comme étant des dangers pour la société. Après avoir été condamné, Aaron a montré ses vraies couleurs. Il a dit qu'il était plutôt satisfait du meurtre et qu'il s'était senti légèrement amusé du temps qu'il avait fallu à la police pour comprendre qu'il était le seul responsable. Selon BBC.com, la BBC, il a également déclaré qu'il avait dû se faire violence pour s'empêcher de rire pendant le procès alors qu'il racontait tous ses mensonges et blâmait Toni McLachlan. Campbell a déclaré au docteur Macpherson qu'à certains moments du procès, il essayait de s'empêcher de rire et il fermait la bouche pour ne pas exploser de rire. Les rapports de la prison de l'établissement de H.M. Young Offenders de Polmont, où il est actuellement incarcéré, indiquent également qu'Aaron Campbell continue d'avoir des pensées de meurtre et continue de penser à des relations sexuelles.
elle avait des enfants et des cadavres. Sa peine relativement clémente a suscité une certaine indignation, en particulier dans les communautés proches de Glasgow et de l'île de Bute. Certains disant une peine à perpétuité devrait être une peine à perpétuité. Il ne devrait avoir aucun droit humain et ne mérite rien parce qu'il est inhumain. Georgina Loughran, la mère d'Alisha, l'a également qualifié de rat dégoûtant et vil et a déclaré aux médias que si cette chose sortait de prison, elle le tuerait pour l'empêcher de faire du mal aux autres comme il l'a fait à leur famille. Les affaires concernant les enfants sont toujours très éprouvantes. D'ailleurs, nous avons vu sur cette chaîne récemment l'affaire Tanya Cash et Sarah Haley Foxwell. Et j'avoue que ça fait mal au cœur de savoir que Alisha a tant souffert avant de mourir. Ça déchire le cœur. J'imagine que vous êtes autant révoltés et choqués que moi, et je suis bien contente que le meurtrier mineur ne soit pas prêt de sortir. Cette situation doit être horrible pour la famille et les parents de Aisha, surtout la mère qui n'était pas sur place au moment de l'enlèvement et qui a dû se sentir ô combien impuissante face à la situation et qui a même appris le décès de sa propre fille par le biais de Facebook. Sans parler du père et de la belle-mère qui doivent se sentir terriblement coupables et responsables de ce qui est arrivé. Quant à Aaron Campbell, peut-on expliquer sans pour autant justifier son comportement? Car pour moi, cela reste un monstre abject qui ne doit jamais sortir. Il a l'air d'avoir pris plaisir au meurtre, non seulement ça, mais il ne fait preuve d'aucune empathie à son procès, ni remords, ce qui ajoute à l'horreur de la situation. Mais comme tous les bourreaux, on a vu que dans son enfance, Aaron a été victime à son tour de sévices multiples de la part de ses parents. Et vous savez que l'enfance et l'adolescence ont un impact majeur sur le reste de la vie d'une personne. L'impact sur le cerveau est considérable et c'est à ce moment-là que tout se joue en psychologie. Il a été témoin de l'alcoolisme de sa mère et par mimétisme, lui-même s'est mis à boire et à prendre des substances illicites. Des addictions multiples comme celle au sexe, car il était l'ami avec bénéfice de beaucoup de filles de son lycée, le manque d'empathie avec sa vidéo postée sur Snapchat et bien sûr la nature atroce de son meurtre laisse penser que Aaron présente un trouble de la personnalité antisociale ou psychopathique si vous préférez. En somme, irresponsabilité, manque d'empathie, mépris de la loi et des droits et sécurité des autres, usage de la fourberie, de la tromperie pour arriver à ses fins, impulsivité et instabilité. Les comorbidités sont fréquentes, la plupart des patients présentent également un trouble de toxicomanie et environ la moitié de ceux qui présentent un trouble de toxicomanie satisfont aux critères du trouble de la personnalité antisociale. Les patients souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale ont souvent aussi un trouble du contrôle des impulsions, un trouble de l'hyperactivité, déficit attentionnel ou un trouble de la personnalité limite borderline. Et ça colle avec ce que présente Aaron. Ce type de personnalité est apte à être jugé car pleinement responsable de ses actes et est trop dangereux pour être remis en liberté. Puisse votre sourire briller où que vous soyez. On se souviendra toujours de vous comme notre star de la Chapelside, dit la directrice de l'école de Alisha. Et c'est sur cette belle citation que nous allons terminer cette vidéo en espérant que cette affaire vous aura intéressé. Si tu es arrivé jusque là, mets en commentaire Alisha car sa vie a été atrocement volée à un très jeune âge. N'hésite pas à t'abonner et à aller consulter mes autres vidéos, j'attends ton avis. Et n'hésite pas aussi, ça ne mange pas de pain, à me suivre sur mon TikTok et mon Instagram où je poste quotidiennement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle ADJ et en attendant, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui, c'est très important. And remember, you rock.